Moi, il me semble que la situation politique actuelle, elle est extrêmement inquiétante parce que cette situation d'autorité croissante de l'État s'ajoute une manipulation politique, au sens réel du terme, par Emmanuel Macron, il faut bien le dire, qui est en train de diviser la société. Et qui est en train, et ça, je pense que pour le CNR, c'est peut-être une référence à réfléchir, qui est en train de créer une véritable fracture entre ceux qui contestent cette politique officielle et la manière dont elle est appliquée, et les autres. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça rappelle énormément la situation qui a été celle de la France en 1940. Donc, pour moi, c'est l'histoire qui recommence et c'est le retour du fascisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Le fascisme, c'est bien ça, c'est de dresser une partie du peuple derrière un leader au service de valeurs soi-disant partagées contre la minorité critique. Un autre élément peut-être qui me semblait important, qui n'a pas pu être présenté par Benoît Piédalu, c'est le traçage. C'est toute cette politique de traçage numérique. Et en fait, quand on parle de rentrer dans un nouveau régime politique, c'est quand même un régime qui rappelle de plus en plus celui de la Chine, c'est-à-dire c'est une démocratie populaire, démocratie autoritaire, capitaliste en fait. Je voulais juste faire une petite incise. Sur le nudge, j'ai appris ça il y a très peu de temps. J'ai écouté un débat, je pense, sur France Inter. J'ai failli avoir un accident en voiture quand j'ai écouté ça. C'est incroyable parce que j'en ai pas entendu parler dans la presse. Ici, personne n'en a parlé. Et les techniques comportementales, quand on parle de nudge, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça m'a sidéré de voir qu'effectivement, je crois que dans les cabinets du Premier ministre, ils ont utilisé des agences de publicité. Je la fais très très courte. Et le but de ces agences de pub, c'est de modifier notre comportement. Donc quand on parle, pour juste faire le lien avec le débat sur les biens communs, le débat contradictoire, ce qui nous paraît évident ici, mais il est en péril partout. Parce que si les gens considèrent qu'en fait on peut juste influencer le comportement par les mêmes techniques que quand on regarde la télévision, et qu'on peut nous influencer collectivement, c'est dramatique, il n'y a plus de débat, quoi. Ils ont fait le choix. Donc effectivement, on comprend beaucoup mieux que les parlements sont devenus des simples chambres d'enregistrement. On peut toujours faire des lois, on peut continuer à faire des ordonnances partout. On a une chambre, donc on respecte la forme de la démocratie, et on va manipuler. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre ce terme de manipulation. Comment est-ce qu'on peut résister? Moi, j'ai absolument aucune réponse là-dessus. Je suis assez désespéré du coup. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la manipulation d'État? On parle de quel genre d'action, quel genre de mobilisation. On voit que depuis plusieurs semaines, il y a énormément de monde dans les rues contre le pass sanitaire. Très intéressant, très compliqué, vraiment compliqué au niveau politique. Et à côté de ça, moi je pose la question de comment on met en place une vraie solidarité avec les plus pauvres et les plus précaires. Parce qu'à Montpellier, 40 000 personnes dans la rue contre le pass sanitaire. Mais des gains quand on vire les gens qui habitent dans les bidonvilles, où il y a un travail social de fond qui a été fait pendant plusieurs mois et on a mis à la rue des gamins qui devaient faire leur rentrée scolaire, que préalablement à ces expulsions, il y a quand même des attaques de fascistes, justement, effectivement, des grosses attaques de l'extrême droite. Comment on soutient toute cette population qui a subi des verbalisations abusives, qui se retrouvent financièrement complètement étouffés, mal logés, et pourquoi tous ces gens qui bossent encore continuent à tergiverser entre leurs petits restes de confort et puis la réalité sociale de leurs voisins, quoi. Et donc moi je pose la question, la désobéissance civile, oui, c'est bien, mais les blocages et les grèves, c'est pas mal aussi, quoi. Donc il serait quand même temps aussi d'avoir un peu le cran aussi
d'alimenter ce système par sa vie quotidienne aussi, quoi. Parce que clairement, de plus en plus de gens s'appauvrissent, mais ces gens-là ne peuvent plus bouger, quoi, au bout d'un moment. Je voulais revenir rapidement, effectivement, notamment sur la question d'IA, mais comment dire, on ne fait de la politique qu'à partir du moment où on se confronte véritablement à la logique de l'ordre social qui est en place. Et ça ne suffit pas, si vous voulez, comme on le voit dans les cortèges, ça ne suffit pas de dire le pass on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Ça ne suffit pas, et on voit bien qu'on s'épuise, on s'enrage, et ça part un peu dans tous les sens, et puis on devient agressif envers les autres en disant que vous êtes des moutons, etc. Et c'est comme ça qu'un mouvement se pourrit. Moi j'ai vu ça aussi chez les Gilets jaunes, et j'ai vu comment certains sont parvenus à faire émerger malgré tout dans cette contestation, et je ne dis pas que c'est le cas du mouvement pass sanitaire, d'une manière anti-pass sanitaire, il y a aussi vraiment des vrais discours, et il y a des gens, notamment les camarades de la journée, qui essayent de donner du contenu et du fond. Mais voilà, je pense qu'il faut affirmer un contre-modèle de société, celui dans lequel on veut vivre, et ça implique, si vous voulez, nécessairement, pas uniquement de s'intéresser à la question de l'obligation vaccinale, c'est un ordre social complet qui intègre nécessairement les invisibles, les précaires. Voilà, ces questions-là, si on ne les intègre pas là dans notre raisonnement, alors on ne fait pas non plus tout à fait tellement de la politique, si vous voulez. Déjà, c'est pas pour défendre, tout à l'heure, vous disiez, est-ce que la justice fait mal son travail? Je dirais que moi, de mon point de vue, je voudrais défendre les magistrats et les juges. Ce que je veux dire, c'est que les juges sont obligés de juger en droit. À partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes dont on parle au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, ne sont pas des juges. Enfin, ils sont juges, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sortent des mêmes promos de l'ENA que ceux qui nous gouvernent. Et on singe beaucoup la Cour suprême aux États-Unis avec Trump qui nomme, etc. Mais il ne faut pas oublier que le président de la République, c'est lui qui nomme au Conseil constitutionnel. Et au Conseil d'État, il y a les juges au Conseil d'État, certains, par exemple, ceux qui ont pas celle, heureusement, qu'a jugé sur l'assurance chômage, mais son collègue était un copain de promotion de Macron. Donc je veux dire, on est loin de la dépendance de la justice. Je dirais qu'au point de vue de la justice, moi je trouve que les avocats et les juges, et je ne parle pas de Julien, je ne parle pas vous, mais de manière générale, n'ont pas assez alerté l'opinion publique de manière pédagogique sur les conséquences de toutes ces choses-là qui rentrent dans le droit commun. Il n'y a pas eu assez de pédagogie et pas assez de conscience politique. Je ne parle pas de manière isolée, mais de manière collective. Il n'y a pas eu, voilà. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Simplement pour dire que, effectivement, l'idée que les avocats, les magistrats n'ont pas suffisamment alerté l'opinion sur le danger présent et qui arrive, ça je suis assez d'accord. C'est pour ça que pour moi c'est très important aujourd'hui d'intervenir ici en tant que militant du syndicat de la magistrature et en tant que militant du syndicat de la magistrature qui, je vais vous le dire quand même, même si je ne devrais pas, qui est quand même un peu déçu par la manière dont les organisations, y compris la mienne, réagissent face à cette situation qui me paraît tout à fait massive. Alors c'est vrai que ça peut être le petit bois qui cache l'énorme forêt, mais quand même, ce qu'on est en train de vivre, et alors ça peut avoir un rapport avec les perspectives politiques, etc., c'est que cet état d'urgence-là, enfin ces lois-là qui se mettent en place là, depuis 18 mois, à la différence de beaucoup d'autres lois précédentes qui, y compris dans le cadre de l'état d'urgence, restreignaient les libertés individuelles, c'est quelque chose qui concerne la totalité des personnes sur la totalité d'un territoire. Donc en fait, on a là voilà, une réalité politique ou des perspectives politiques qui sont immenses en réalité, en termes de mobilisation sur les gens qui manifestent, etc. Après, je voulais juste dire, et j'arrête, sur les problèmes d'indépendance de la justice, etc. Effectivement, je pense qu'il y a une distinction, quand on la vit de l'intérieur, la justice, il y a une énorme distinction à faire, et qui remonte d'ailleurs à l'Ancien Régime, entre la haute et la basse justice. C'est-à-dire que, et vous le voyez, je ne parlerai même pas de l'ordre judiciaire auquel j'appartiens, mais ça serait tout à fait applicable, mais dans l'ordre administratif, ça a été évident sur cette affaire d'état d'urgence sanitaire et de crise sanitaire. Les tribunaux administratifs ont pris beaucoup de décisions qui étaient très courageuses, qui ont annulé des arrêtés de préfet, etc., qui ont été systématiquement fait l'objet d'appels du gouvernement.
et qui a ensuite été systématiquement affirmé par le Conseil d'État. Effectivement, qu'il y a un mode de recrutement qui est, on va dire, très peu professionnel. Je suis comme vous très préoccupé par ce qui se passe sur la crise sanitaire et par le pass sanitaire. Moi, j'aurais aimé que dans ces manifestations, et à chaque fois, moi, je dis pas que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est un peu plus gros qu'un arbre. Mais quand même, il y a une stratégie de division, et ça, Macron, il sait absolument ce qu'il fait, parce que pendant qu'on parle de ça, c'est une espèce d'os à ronger. C'est un peu comme le débat Zemmour-Mélenchon. Je veux dire, c'est des os à ronger qui sont des os très importants, hein, mais qui masquent tout le reste. C'est-à-dire que là, Macron est en train de faire passer toutes les saloperies dans l'indifférence générale. Là, il s'assoit sur la décision du Conseil d'État qui a suspendu la dernière réforme de l'assurance chômage. Il veut la faire passer en force le 1er octobre dans l'indifférence totalement générale parce que on est scotché sur le pass sanitaire. Je ne dis pas que le pass sanitaire, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que pendant ce temps-là, il y a des gens qui se font expulser, il y a de plus en plus de pauvres qui crèvent de faim, etc., etc. Et ça... lui, ça l'arrange, évidemment. Ça l'arrange parce qu'en plus, il sait bien qu'il va avoir une opinion publique à peu près pour lui, etc., etc., on a peur, on a machin, on a truc, donc lui, il est relativement content de cette stigmatisation-là. D'un mot concrètement, ce que nous avons toujours l'intention de mener à bien, c'est de rédiger un programme. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire, et c'est à l'issue de réunions comme celle-ci que petit à petit va se dessiner un contre-modèle, une alternative. Et déjà là, on essaye de faire émerger cette idée qu'une autre façon de faire, une autre façon de penser est tout à fait concevable, qu'elle est possible, qu'elle est même désirable. Voilà. Moi, je souscris, je partage parfaitement les constats et l'analyse que vous faites sur l'autoritarisme de l'alibi, d'abord le formidable alibi qui est le Covid pour Macron et l'autoritarisme dont il a fait preuve. J'ai un peu l'impression qu'on jette la santé publique avec l'eau du bain. J'ai un peu l'impression que face à que la critique que l'on peut faire de la réponse institutionnelle, finalement, on en vient à relativiser complètement le Covid, les effets du Covid, l'impact du Covid. Les chiffres que vous avez donnés sont contestables parce qu'ils sont en population générale. Ils ne sont pas en fonction des particularités des personnes. On parle beaucoup des personnes vulnérables. Les personnes en vulnérabilité de santé existent aussi et le taux de létalité de Covid est très important sur les personnes en situation de vulnérabilité. Et je trouve que plutôt que de, ce serait donneur de leçons que de dire ça. Je trouve que l'on peut dénoncer les réponses institutionnelles qui sont faites sans pour autant négliger le problème. Et que le Covid aurait pu être aussi pour nous une formidable opportunité politique de se penser dans un commun, d'arriver à penser les libertés individuelles au-delà, je ne sais pas comment dire, au-delà des libertés individuelles, c'est-à-dire à quoi je suis prête à renoncer de moi pour que l'autre puisse sortir, à quoi je suis prête à renoncer de moi pour que l'autre vulnérable puisse accéder à l'espace public. Aujourd'hui, là, dans cette salle, la liberté que les uns ont prise est au détriment de celle des autres. On vit dans un monde où il y a des personnes qui ne sont pas toutes des personnes fortes. On vit dans un monde où il y a des vulnérabilités et où c'est peut-être l'objet aussi du corps social que de se sentir en responsabilité de ces vulnérabilités. Et ça, c'est un projet politique. Et le Covid aurait pu être aussi une formidable opportunité pour nous, au-delà des institutions, parce qu'au fond, on fait le jeu de Macron, hein. On s'oppose à lui, donc on refuse les interdictions, les obligations. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On nie le problème. Le pass sanitaire, c'est pas de la santé. Il faut qu'on reconquiert la question du bien commun par rapport à la santé et par rapport aux institutions. On est passé vite tout à l'heure. Mais quand le Conseil constitutionnel, le 6 août, a validé la loi sur le pass sanitaire, avec plein d'exceptions pour les libertés, il a dit oui, une petite exception ici, une autre ici, mais je valide. Le lendemain,
nous avions essayé de lancer une mobilisation pour que la santé, l'hôpital soit un bien commun et qu'on en discute, que ça soit dans la campagne, qu'on discute dans la campagne de l'argent qu'on allait mettre sur ce bien commun qui est un investissement et non pas une dépense. Et bien là, le lendemain, le Conseil constitutionnel, parce qu'il y avait un article qui n'était pas tout à fait conforme à la Constitution, il y avait 11 articles, il y en avait un qui n'était pas bon, il a tout rejeté en bloc. Et pourquoi il a rejeté en bloc? Parce qu'il savait que ça empêcherait de reprendre une mobilisation là-dessus. Alors ce n'était pas celle d'ADP, je pense qu'on aurait pu, avec tous les gens qui sont concernés, avoir une mobilisation plus importante, et que ça lui a permis de rayer cette question jusqu'à l'élection présidentielle, parce que là maintenant on ne s'en remettra pas de ce refus. Voilà, donc juste pour dire que oui aussi, la santé est un bien commun, mais pas sous l'angle où on nous l'a présenté dans le cadre de l'urgence sanitaire. C'était pour rebondir sur ta parole, ce petite controverse. Moi, quand j'entends commun, je me dis, il y a quelque chose en commun, qui nous réunit, mais pas que nous, qui réunit aussi tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, j'entends beaucoup dans ces constats et diagnostics des ils. Ils, au singulier, quand on parle de certains présidents, dirigeants, peut-être le nôtre, mais il y en a beaucoup dans le monde qui s'appellent ils, et ils au pluriel quand c'est ceux qui ne pensent pas comme nous. Tu as proposé, je crois, je ne sais pas son prénom, Julien, de faire de la politique, de se politiser ou de 24 heures sur 24, chacun dans nos vies quotidiennes, ça veut dire tout le temps, enfin, d'être des citoyens politiques, d'être une unité politique. Le politique, c'est, pour moi, en tout cas, ce qui nous réunit, ce qui va faire qu'on va vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire qu'il va falloir qu'on supporte et qu'on sache discuter, dialoguer. C'est une faculté humaine qu'on a, comme oublié, on a l'impression que les mots nous divisent. On a l'impression que chaque fois qu'il y a des terminologies, néolibérales ou je ne sais pas autre, masque, crise, n'importe, on ne met pas forcément les mêmes choses derrière les mots. Et du coup, on n'arrive plus à s'entendre avec les mots, à dialoguer, on réagit. On réagit très vite, on réagit comme si on nous agressait. Donc, si on veut arriver un jour à faire de la politique tous les jours, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos espaces professionnels, il va falloir apprendre à se parler et donc à regarder en nous, à ressentir, à voir qu'est-ce que ça nous fait quand l'autre prend une position qui n'est pas la nôtre. Et pour avoir une démocratie sanitaire ou une démocratie tout court, il faut effectivement avoir des débats, des vrais débats, et des débats où on s'écoute et où on discute. Donc ça me permet de faire une petite autopublicité. Ça me semble vraiment important qu'on organise des débats contradictoires, y compris sur la nature de la crise, sa gravité, etc., sur la question de la protection des uns et des autres, mais qu'on puisse le faire de manière, disons, argumentée, respectueuse de l'autre, et c'est quelque chose qui manque en ce moment de manière vraiment dramatique.